Salut cher ami, rôliste, fan de fantasy. Donc tu peux être littéraire, tu peux être rôliste, voilà. Tu aimes comme moi la fantasy et du coup tu t'intéresses à ce genre-là. Et aujourd'hui ça tombe bien qu'on va parler de ceci. Je vais en fait essayer de te présenter quelques éléments de cadrage, de réflexion. N'hésite pas à poster en commentaire ci-dessous ce que tu penses de ce que j'ai dit, je te propose comme réflexion. Et n'hésite pas effectivement, hein, tous tes commentaires sont bienvenus. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et à te souscrire à ma chaîne, hein, car effectivement, il y aura essentiellement des méditations, des formations que je vais proposer dessus, mais il y aura aussi des vidéos de présentation toutes simples comme ça. D'ailleurs, il y aura aussi des formations autour des jeux de rôle et autour de ces genres-là. Donc, il y aura des vidéos simplement de présentation pour qu'on puisse échanger tous les deux et qu'on puisse s'enrichir mutuellement à ce sujet-là. Donc, je vais mettre en grand écran mon diaporama, comme je fais d'habitude. Voilà. Tac. Et de mon côté. Donc, la fantaisie. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est une tendance de fond? Est-ce que c'est une niche? Donc on va essayer d'y répondre aujourd'hui et je vais t'apporter quelques éléments un peu factuels à ce sujet-là. Moi, Alban, qui suis un geek spirituel et un geek fan de fantasy. Donc, que tu sois parent ou que tu aies des souvenirs lointains pour certains de l'école, on a tous en fait bénéficié de lectures de contes, hein, de légendes. Donc dans les livres pour enfants, il y a beaucoup de contes. Et nous-mêmes, à l'école, on étudiait des contes, hein, comme les contes des frères Grimm, les contes d'Andersen, et les contes de différentes traditions, hein, traditions russes, traditions africaines, etc. Donc les contes et légendes font partie de notre inconscient collectif humain, et on constate effectivement qu'il y a des différences entre les cultures, entre les approches, et qu'il y a aussi des convergences, d'accord? Donc la fantaisie, en fait, c'est un genre à part qui va largement s'inspirer des contes et légendes, de toutes ces traditions orales qui étaient relatées par les ovates, les bardes, les skalds, les druides, par chez nous en Bretagne. Et du coup, on va regarder un petit peu, tu vois, concrètement, aujourd'hui en 2021, qu'est-ce qui se vend bien comme contes et légendes pour enfants? Donc effectivement, là je vais sur le site, hein, de vente par excellence, Amazon. Et on voit, tu vois, que numéro 1, et bah, du coup, il y a les contes d'Andersen, numéro 1. D'ailleurs, dans la version pour les prépas, donc version de poche spéciale pour les prépas. Donc, je fais un petit coucou à tous les amis prépas qui m'écoutent là. Je suis passé par là il y a 20 ans, je comprends. Donc, vous avez tout mon soutien, hein. Étudier à fond le français, c'est très important, aussi autant que les maths et la physique. Et niveau 2, et bah, du coup, les frères Grimm, d'accord? Donc, les deux fondamentaux. Et niveau 3, Cocorico, le petit prince, qui est effectivement très bien vendu dans le monde entier. Nous, on ne se rend pas bien compte en France parce qu'on sait qu'on l'étudie largement à l'école, etc. Donc chez nous, il fait partie des cultures communes. Mais dans le monde entier, il a été très traduit. D'ailleurs, je crois que c'est un des livres les plus traduits dans le monde parmi les livres d'auteurs français. D'accord? Puis en dessous, on tombe sur des choses un peu plus culture populaire, on va dire. Et aux sources de la fantaisie, qu'est-ce que l'on a, à ton avis? Eh bien, en fait, effectivement, aux sources de la fantaisie, on a tout le mouvement romantique, tout le romantisme anglais et allemand essentiellement. Et là, je t'ai mis une petite illustration, une peinture que j'adore beaucoup, moi, en tant que fan des romantiques. Tu le connais peut-être ou peut-être pas. C'est un des plus grands peintres romantiques, d'ailleurs un des plus grands penseurs romantiques allemands, Caspar David Friedrich, qui est assez particulier parce qu'en fait, il aime bien montrer en fait le côté contemplatif de son âme par le truchement du personnage qu'il place dans sa peinture. Et tu vois, tu constates là que nous, en fait, on a tendance à bien nous projeter dans le personnage qui est sur la peinture et dans cette posture de contemplation de la nature qui semble être surnaturelle, puissante. Et d'ailleurs, il y a des petits échos actuellement. D'ailleurs, je vais donner un petit exemple en jeu de rôle. Tu vois, dans un pays nordique, donc là, on est en Suède, hein, Free League, qui a sorti ce jeu de rôle excellent, que j'adore, hein, que tu connais peut-être, que tu adores peut-être, Tales of the Loop, constate que les joueurs, les personnages ici qu'on va jouer, bah, du coup, sont dans la même position que Caspar Friedrich, d'accord? Donc en fait, effectivement, la fantasy, les jeux de rôle, tout ce mouvement-là est largement influencé par les romantiques, donc allemands et anglais, mais aussi suédois, norvégiens. Et si on regarde quelles sont les influences anglaises fortes,
on a le poète et peintre William Blake, qui effectivement, comme on le voit dans ses peintures, avait une approche assez imaginative, assez créative, d'accord? Donc on le voit ici, par exemple, avec ce dragon en haut à gauche, et cette femme soleil, et à droite, cette espèce de démon voleur de rêve. Donc on voit qu'il y a vraiment une dimension fantastique dans l'approche de ce peintre, William Blake. Et du coup, les premiers romanciers de fantasy, à ton avis, qui c'est? Qui ça peut être? Je suis sûr que tu penses à Tolkien. Donc Tolkien, effectivement, est un grand classique, c'est un des pères de la fantasy, en tout cas un des plus connus actuellement, mais en fait la fantasy a commencé à apparaître en tant que genre un siècle avant Tolkien, d'accord, en 1858, avec Fantastes, par exemple, de George MacDonald. Donc tu vois trois illustrations ici, hein. Donc celle de gauche qui met plus en avant le côté fantasy, connexion à la nature, d'accord, un côté agréable, doux, une forme de fusion romantique avec nature, donc on sent vraiment clairement l'influence romantique là, d'accord. Ensuite, on a des versions un petit peu plus modernes au milieu, où on voit clairement une femme qui est liée à la nature, dont on se doute peut-être que c'est une fée, Fantastes, car effectivement, ce roman parle en fait de romance entre un humain et une fée. Et on le voit aussi dans cette illustration à droite, hein, ancienne, qui est quasiment d'époque, où on voit un homme qui court après une fée de façon éperdue. Donc effectivement, la fantaisie a commencé notamment par un roman romantique, justement, donc de relations fortes entre personnes. Et cet auteur a sorti aussi The Princess and the Goblin, donc la princesse qui va découvrir un château, qui dans ce château-là va découvrir un accès vers les profondeurs, les tréfonds de la Terre. Et là, elle va rencontrer de terribles êtres, des gobelins. Donc on le voit que c'était adapté aussi bien en film américain que en film d'animation, The Princess and Goblin, au Japon. Donc pour dire à quel point effectivement la fantaisie en fait pénètre en fait vraiment l'inconscient humain, notamment très fortement en Occident, hein, donc nous en Europe, en Amérique du Nord, aux États-Unis, mais aussi au Japon. Hein, on voit que la fantaisie est assez bien représentée. Si tu regardes des mangas comme Demon Slayer, comme par exemple, qu'est-ce que je peux te dire, donc Kimetsu no Yaiba. Il y en a d'autres aussi. Comment il s'appelle celui où tu as le donjon là? Ah, ça me revenir. Enfin bref, t'as le Goblin Slayer, je crois, qui existe aussi. En fait, t'en as pas mal. T'as Log Horizon, qui est très bien aussi, où ça se passe dans un MMO de fantasy. Tu as aussi SAO, bien sûr, où tu incarnes des personnages de fantasy dans les jeux, et puis les Final Fantasy, d'accord, tous les jeux de rôle Final Fantasy. Donc la fantasy, en fait, elle pénètre l'inconscient collectif dans le monde entier, et notamment dans des zones du monde où on ressent qu'on a besoin de ces connexions intimes, profondes, spirituelles avec la nature. Et du coup, maintenant, on revient à des choses un peu plus pragmatiques. Alors, quelle a été l'évolution des ventes dans le monde de la fantasy? Donc, on va voir un petit peu quelques éléments que j'ai pu avoir. Alors, déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que j'ai fait pas mal de recherches et c'est compliqué parce que les libraires, les éditeurs n'aiment pas publier trop de chiffres dessus. Donc, j'ai donné parcellaire, mais ça a comme donné quelques indications. Et je vais compléter aussi avec mon expérience personnelle, même si c'est assez restreint, hein. Ce que je peux te dire déjà sur mon expérience personnelle, c'est que quand j'ai commencé à lire Le Seigneur des Anneaux, donc j'avais 15 ans, on est dans les années 95, hein, d'accord, il y a 25 ans. Les gens qui s'intéressaient à la fantasy, la science-fiction comme moi, qui jouaient aux jeux vidéo, étaient plutôt une minorité. Donc on se retrouvait par 3-4 par classe, de 20 à 30, alors qu'effectivement, de nos jours, il y en a beaucoup plus. Hein, des générations de ceux qui ont 20 ans maintenant, c'est-à-dire ceux qui ont 20 ans de moins que moi, sont beaucoup plus nombreux à aimer le jeu vidéo. D'ailleurs, ça se voit, hein, l'industrie du jeu vidéo a explosé au cours des dernières années. Donc c'était plutôt quelque chose vraiment de niche, très fermé, et puis on en parlait entre nous, on avait un peu honte. Et ça s'est comme bien démocratisé. Et d'ailleurs, effectivement, les ventes de livres le montrent, hein. Donc les ventes de livres fantasy et de SF ont doublé entre 2010 et 2017. Donc voilà, on ne nous dit pas à quel niveau ils étaient en 2010 et en 2017, mais en tout cas, en 7 ans, ils ont doublé. Donc effectivement, il y a quand même un attrait beaucoup plus fort pour ces genres-là, qui étaient vraiment des genres qui étaient méprisés par la littérature blanche, hein, qui est considérée comme la littérature des classiques, de l'élite, alors que la littérature de fantasy, de genre, c'est vraiment la littérature, la culture populaire, voilà, c'est fait pour les gens des basse classes, etc. Donc il y avait tout ce côté mépris qui commence un petit peu à être atténué, même s'il existe encore. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres, hein.
tu vois, si tu regardes les chiffres de vente, ce qui se vend le plus, le grand classique, hein, c'est tout ce qui est suspense, les policiers, les thrillers. Donc effectivement, on est à 10 millions de ventes hein, sur une demi-année en 2018. Tout ce qui est romance, donc là c'est plutôt un public féminin, les romans à l'eau de rose, on est à 9 millions 18, donc comme une belle vente aussi. Tout ce qui est les mystères, ouais, les détectives, 5 millions 51. Les romans graphiques, donc tout ce qui est proche des BD, 4 millions 89. Donc effectivement, comme c'est facile à lire, comme c'est très visuel, c'est assez relativement facile à vendre. Et ensuite, seulement, on a les classiques, d'accord? Donc on est à 3 millions 59. Et juste en dessous, on a la fantasy, d'accord? À 2 millions 87. Donc on voit que les classiques se vendent, bien sûr, hein, parce que d'une part, bah voilà, il y a tout l'attrait, il y a tout aussi le fait qu'ils soient soutenus hein, par le système éducatif dans différents pays, parce qu'on considère qu'ils font partie du patrimoine mondial. Mais juste en dessous, la fantasy, d'accord? Et un petit cran en dessous la fantasy, on a la science-fiction. Donc on voit que les deux genres, voilà, qui toi et moi, vraisemblablement, nous parlent le plus hein, en tant que geek, la fantasy et la science-fiction bah, commencent à avoir des lettres de noblesse, hein, donc par effectivement des œuvres magistrales dont on parlera tout à l'heure. Et ensuite, seulement, bien la religion, bien en dessous, hein, 2 fois moins. Tout ce qui est occulte, psychologique, horreur, encore moins. Les westerns, encore moins. Et action-aventure, encore moins. Donc on voit qu'effectivement, même si on peut se dire que la fantasy science-fiction se situe à peu près à la moyenne des différentes classifications de romans, eh bien, ils se situent quand même pas si loin que ça des classiques. Donc franchement, ils commencent à tirer leur épingle du jeu. Donc ça commence à devenir quelque chose de plus populaire, de plus mainstream, comme on pourrait le dire. Et là-dessus, tu vois, j'ai regardé sur Amazon.com, qui est comme le principal marché hein, pour tout ce qui est livre dans le monde, donc marché américain, sachant qu'il y a comme des gens comme moi aussi qui de temps en temps achètent sur Amazon.com. Donc ça te donne une première image assez intéressante, tu vois, de l'image de ce que les gens consomment comme fantasy. Et quels sont les best-sellers? Bah, tu te doutes comme moi, hein, ce sont les livres d'Harry Potter, d'accord? Donc les films ont très bien fonctionné, les livres sont très bien vendus. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'effectivement, la femme, donc Madame Rowling, l'anglaise qui a écrit ça, était une femme en difficulté financière monstrueuse avec son enfant, qui ne savait pas comment s'en sortir. Elle a commencé à griffonner, à écrire, et de fil en aiguille, elle a créé un monde incroyable, connecté à notre monde, ce qu'on pourrait appeler de la fantaisie moderne un petit peu, hein, c'est un petit peu ça qu'elle propose. Et tu vois que ça se vend très bien, regarde, sur les 6 premiers, tu en as 5 qui sont d'Harry Potter. Génial, hein? Donc ça, c'est quand j'ai consulté le 16 juillet dernier, donc il y a quelques jours, à 13h30. Et quand j'ai regardé le 17 juillet, 10h30, qu'est-ce que j'ai vu? Oh, au suspense, au effroi, j'ai constaté que un des livres de Donjons Dragon qui venait d'être lancé sur Amazon juste à cet instant-là, programmé, parce que c'était le D&D Live, d'ailleurs dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, hein, que tu as pu voir, et bah paf, le livre Cuthbert to a Dragon, temporairement, a réussi à se positionner numéro 2. Incroyable. Donc la fantaisie, tu vois, aussi bien du côté lecture, découverte, un plaisir, que du côté ludique, un côté jeu de rôle, bah, et donc elle se vend bien, très très bien, ça parle aux gens. Je pense que si tu reviens aujourd'hui, tu verras que le livre de Donjons Dragon est parti du top 6 et que du coup, les Harry Potter ont repris les 5 places sur 6, vraisemblablement. Et ici, effectivement, j'ai regardé les meilleures ventes en France. Donc en France, en fait, on a quand même une approche un peu plus variée de la culture. Hein. Ça se voit notamment dans les jeux de rôle, hein, où on joue aussi à Donjons Dragon, mais aussi à des centaines d'autres jeux. Et pareil dans la littérature, hein, on lit aussi bien des auteurs américains que anglais, que polonais, hein, The Witcher qui sont très bien en France par exemple. Et là, si on regarde tu vois, le top 3 en fantasy en France, on a bien sûr un Harry Potter numéro 1, comme aux États-Unis. Hein. D'ailleurs, on voit qu'il y a une convergence. Et puis après, on a des choses qui sont un peu moins connues, tu vois, Alliance du sang, Histoire de vampire, Jupiter Python, je connais moins. Et puis le Grey Obscur, donc on connaît un petit peu moins un peu. Donc tu vois qu'en France, on a une variété plus forte, mais que Harry Potter reste quand même un grand classique. D'ailleurs, si tu en parles aux enfants autour de toi, tu verras qu'ils vont tous te parler effectivement d'Harry Potter, qu'ils adorent Harry Potter. Et du coup, à ton avis, quel est le top 10 des plus grosses ventes de livres en fantasy? Tiens, je te laisse 10 secondes pour y réfléchir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Numéro 10, le trône de fer, d'accord? Donc effectivement, tout ce cycle de Martine, qui s'est très bien vendu, la série qui s'est très bien vendue, même si elle a déçu pas mal de gens, notamment dans les dernières saisons. 60 millions de ventes, comme dans le monde Trône de fer. Numéro 9, du coup, cette fois-ci, c'est une auteure au féminin, d'accord? Terry Pratchett, Le Disque au Monde, avec son côté un petit peu humoristique, qui vend bien quand même à 110 millions.
Je connais beaucoup de femmes geeks qui adorent Terry Pratchett. La roue du temps de Jordan, que j'ai adoré. J'ai adoré lire ça, je les ai dévorés, d'ailleurs je suis encore là. 80 millions aussi, avec une originalité, une conception du temps assez originale. Et vraiment, effectivement, une vision à long terme, vision globale, un univers très cohérent. Les Chroniques du Vampire, que je n'ai pas lu, qui se vendent très bien aussi au même niveau. Twilight, d'accord, avec les adaptations en film qu'on a quasiment tous vues, avec le côté romantique entre un vampire et une humaine. Les Chroniques de Narnia, avec des adaptations filmographiques qui plaisent beaucoup au jeune public, notamment, donc 100 millions aussi. D'ailleurs, le terme chronique est un terme qu'on voit souvent dans tout ce qui est fantasy, les Chroniques de Lodos aussi, par exemple. Et ensuite, tu vois, numéro 4, Cocorico, le Petit Prince, qui s'est vendu, comme je disais tout à l'heure, bien dans le monde, 140 millions, d'accord, donc qui s'exporte dans le monde entier. Donc ça, c'est chouette. Donc une fantaisie plutôt poétique, plutôt proche de notre quotidien. Et ensuite, là, on arrive vraiment dans les mastocs, dans vraiment les grands classiques de la fantaisie. Donc là, on est sur mes auteurs préférés. Donc bien sûr, Tolkien, qui est vraiment pour moi l'auteur de fantaisie numéro 1 maintenant. C'est grâce à lui que j'ai découvert la fantaisie dans les années 90. Et je remercie en fait ce livre-là d'être resté dans la bibliothèque familiale parce que un ami de mes parents l'avait laissé. C'était génial. C'était une vieille couverture, un vieil truc des années 80. Je me dis, oh, punaise, ça n'a pas l'air sympa. Et c'était un gros pavé en plus. J'ai commencé à dire, oh, c'est génial. Et depuis, j'ai lu les trois livres. J'ai acheté la version intégrale et j'ai lu 3 fois. 2 fois en anglais, 1 fois en français. Donc le Hobbit, c'est très bien vendu. Donc plutôt destiné à un jeune public, d'accord, qui va nous parler des aventures de Bilbo le Hobbit, qui va aller au monde du destin, au monde solitaire, pardon, et qui va affronter un dragon. Et du coup, effectivement, l'aventure de son neveu, donc Frodon, et lui qui va aller au monde du destin, essayer de détruire cet anneau unique. Donc, c'est un anneau 150 millions pour les 3 livres. Et numéro 1, incontesté, on l'a vu tout à l'heure sur Amazon, c'est Harry Potter, d'accord, plus de 500 millions de ventes sur tous les livres. Bon, déjà, en fait, il y a le côté volume associé au nombre de tomes qui sont importants, plus de 6, alors que Seigneur des Anneaux, il y en a 3. Mais 180 millions de ventes aux USA, d'accord. Donc, grosse réussite de cette autrice aux États-Unis, énorme. En plus, c'est des chiffres de 2018, donc c'est plus que ça. On va se faire un petit cocorico, d'accord, parce qu'on aime bien nos productions nationales, nous en France, on est fiers de notre terroir, de nos connaissances. Et en France, on a un beau succès autour, donc on voyait que les romans graphiques étaient bien vendus dans le monde. On a grosse réussite de la BD Elf, d'ailleurs que j'ai découvert très récemment par des amis, qui est génial. Donc tu vois, 30 tomes qui sont sortis des BDF en 5-6 ans. Donc plus de 1 million de ventes, 1 160 000 sur les 30 volumes. Donc ça, c'est très belle réussite. Les nains qui sont assez bien vendus aussi, donc 20 tomes, 160 000. Et Orques et Gobelins plus récemment, avec seulement 14 tomes et plus 180 000 ventes. Donc tu vois, en gros, si on cumule tout cela, on arrive quasiment à 2 millions de BD vendus pour cette série-là, des Terres d'Aran. D'ailleurs, il y a une adaptation jeu de rôle sur laquelle on est en train de jouer avec des amis qui est vraiment géniale, où tu peux incarner des elfes, des nains. Et ça, c'est vraiment cool parce que cet univers a une profondeur, une spécificité, à des peuples unis comme les elfes bleus qu'on trouve nulle part ailleurs. Des elfes qui sont associés, tu vois, au domaine maritime, qui savent bien nager sous l'eau, etc. Comme cette elfe bleue que je trouve fascinante. D'ailleurs, c'est ce personnage que je décide d'incarner, en tout cas, du point de vue visuel, sur la campagne. Et n'oublions pas les ventes de comics, de mangas de fantasy, qui sont des ventes qui sont largement développées sur les 50 dernières années. Parce qu'en fait, ça représente quand même, tu vois, 3 milliards de copies dans le monde, tous ces mangas, ces comics. Et les champions de tous ces comics, numéro 1, incontesté, ça reste quand même One Piece, ce jeune pirate aventurier au pouvoir digne de tous les romans de fantasy, très puissant, qui est l'homme chewing-gum, et qui arrive à rassembler un équipage de pirates, des nakamas, des amis, et à créer effectivement une fraternité, une communauté très puissante, donc tellement puissante, tu vois, que ça donne envie aux Japonais, et puis aussi aux Français, aux Américains, et puis à tout le monde dans le monde de les acheter. Deuxième, qui est vraiment un manga de ma génération, parce que j'ai découvert les mangas, les animés à l'époque par ça. À l'époque, ça passait au Club Dorothée, des années 80. Dragon Ball, 300 millions, donc très bien vendu, effectivement, pour son ambiance fantasy, ces Super Saiyans qui sont en fait des hommes plus ou moins proches des singes, avec des pouvoirs suprêmes, donc ce côté super-héros, cette exploration de différentes planètes, donc ce côté un petit peu SF, un peu fantasy, ce mélange un petit peu étrange, ce côté bon enfant, qui est vraiment sympa, et Naruto, donc qui est plutôt
pour ma génération qui est moins connue, hein, pour ceux qui ont 40 ans et plus, qui est connue plutôt de ceux qui ont moins de 30 ans, parce que c'est sorti en animé à la télévision à cette époque-là. 250 millions aussi, tu vois, donc des sacrés champions. Après, il y en a plein d'autres, hein, Pokémon, Digimon, etc. Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer. Et ce qu'il faut noter encore plus depuis les années 90, c'est que la fantasy a une pénétration vraiment multimédia, d'accord, multifacette. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a les romans, d'accord, donc effectivement, la fantasy n'est connue que par les romans. En gros, des années 1850, on va dire au début des années 80, quasiment que les romans. Et à partir des années 70-80, sont apparus les jeux de rôle, hein, avec Donjons Dragons notamment. Donc là, on a commencé à y avoir une approche ludique, où en fait on va pouvoir incarner des personnages de fantasy, hein, des barbares, des rôdeurs, des magiciens, des elfes, des nains, des orques, des gobelins. Et depuis la fin des années 70, donc le début des jeux de rôle, il y a plus de 200 jeux de rôle qui sont sortis. Hein. Donc plus de 200 rien qu'en fantasy, donc dans tous les genres, tu en as plus de 3, 4, 500. D'ailleurs, c'est tellement foisonnant qu'on n'est pas capable de tenir un chiffre précis. Mais en tout cas, rien que dans la fantasy, il y en a plus de 200. Donc D&D, qui est le plus vendu dans le monde, bien sûr, qui est américain. Aventure en terre de milieu, qui est en fait l'adaptation du coup de l'univers des terres de milieu de Tolkien, hein, avec les règles de la 5e édition. Tac, je dois l'avoir ici. Ici, tu vois. Donc, tu vois le kit du joueur. Très sympa. Sinon, tu as la version anionique avec des règles un peu plus compliquées, un peu moins digestes. Hein. En version nordique, tu as Forbidden Lands, qui est un jeu que j'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Tu vois. Forbidden Lands, d'ailleurs, ils ont sorti une boîte avec le livre de règles, la carte qui est magnifique. Donc très très bon jeu que j'ai fait jouer, que je continue à faire jouer, de Freely. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Dans la version plus portée vers les enfants, tu as Ryutama, donc, qui est édité par Lapin Marteau, donc Coralie David notamment, qui est pas une création française, hein, qui est une traduction d'une version du jeu qui a été créé dans les années 2015, je crois, au Japon, par un japonais, qui trouvait en fait qu'au Japon, du coup, les gens qui étaient des geeks, qui jouaient aux jeux de rôle au Japon, avaient une tendance à avoir une approche plutôt très américaine, donc très orientée combat, et souhaitaient développer un jeu qui est plutôt basé sur le rêve, la contemplation, le voyage. Effectivement, c'est une belle réussite, d'ailleurs, il y a un bon accompagnement des jeunes MJ dessus. Je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à Ryutama, d'ailleurs pour chacun des jeux qui sont là, je pense. C'est pour ceux qui aiment bien les univers plus dark, donc en grey fantasy, je dirais, donc pas vraiment dark, mais pas vraiment non plus high fantasy, quelque chose, tu vois, entre les deux, relativement sombre, mais pas trop. On a The Witcher, on a aussi Dragon Age, qui est entre dark fantasy et grey fantasy, donc Witcher, bien sûr, hein, donc il y a les jeux vidéo qui sont géniaux, comme le 3 par exemple, Wild Hunt. Tu as les livres, les romans que je te recommande de lire, que j'ai lus, qui sont géniaux, et les jeux de rôle, bien sûr, qui est sorti il y a quelques années, par Paul Smith. Donc Dragon Age, d'accord, issu du jeu vidéo, et Shadow of the Demon Lord, qui est version dark, très dark, avec du coup de la magie noire, avec des incantations issues de magie noire, avec des malédictions, vraiment quelque chose de très dur, où la survie est très dure, et à tel point que tu commences niveau 0, tu vois. Et globalement, dans le monde, les jeux de rôle, ça représente à peu près 14-15 millions de joueurs. Finalement, c'est pas énorme, hein, c'est plutôt une niche, et on peut se dire quasiment que le tiers ou le quart de ces joueurs-là sont aux États-Unis. Donc les Américains sont de gros joueurs de jeux de rôle. Et après, on peut imaginer qu'on doit avoir 2 à 3 millions en Europe et tout le reste dans le reste du monde. Et les zones médias qui sont beaucoup développées, c'est jeux vidéo à partir des années 90. Hein. D'ailleurs, moi-même à l'époque, j'avais commencé du coup à aller délaisser un petit peu les jeux de rôle papier pour me tourner vers les jeux vidéo. Et ceux qui ont 20 ans actuellement jouent beaucoup aux jeux vidéo. J'en connais beaucoup, un de mes amis sur ma communauté Discord par exemple, pour qui c'est le cas. Donc je joue à WoW, même jusqu'à 50 ans, j'ai des amis 50 ans qui jouent à WoW. World of Warcraft, qui est vraiment le jeu le plus joué. Final Fantasy, Neverwinter Online. Et tout ça, ça représente grosso modo 18 millions, 18 à 20 millions de joueurs dans le monde. Donc tu vois, une belle communauté aussi. Sachant qu'il y a certains joueurs qui vont qui vont jouer aux jeux vidéo et qui vont aussi être rôlistes, hein, d'accord. C'est difficile à estimer lesquels font les deux, mais à mon avis, au doigt mouillé, on a à peu près entre le quart et la moitié qui font les deux, d'accord. Et un jeu de cartes qui a un petit peu supplanté l'importance des jeux de rôle dans les années 90, hein, vers 94-95, auquel j'ai joué aussi, je joue encore, c'est Magic Assemblée, Magic the Gathering, qui rassemble 20 millions de joueurs, d'accord. Soit en présentiel avec des cartes physiques, d'accord. D'ailleurs, j'en ai quelques-unes chez moi. J'en ai ici. Tu vois, c'est un jeu auquel je joue. Je joue depuis 95, donc je suis un vieux joueur.
mais j'ai comme des cartes récentes. Je joue en commandeur notamment, avec ce DH. Et donc 20 millions de joueurs, et il y a une partie de ces 20 millions de joueurs qui sont des rôlistes comme moi, d'accord, et qui jouent aussi aux jeux vidéo. Assez souvent, ouais, c'est assez proche, hein. C'est un peu comme univers. Et Magic l'Assemblée, il a vraiment un multivers spécifique, avec des classes spécifiques, des peuples spécifiques, comme les Vedalken, par exemple, hein, dans la Ravnica, qui sont, tu vois, ces peuples à la peau bleue, qui sont d'excellents espions. Donc il y a vraiment des spécificités fortes, et pour autant des interactions, hein, entre le jeu de rôle et Magic, parce qu'en fait, il y a des suppléments qui sont communs aux deux. Donc Strixhaven, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, et sinon, qu'est-ce que je peux dire? Il y en a un, c'est Ravnica, si je le trouve, il doit être là. Ravnica. Il doit être là pourtant. Ah, Ravnica. Ah, c'est marrant, je... Ah, voilà ici. Kidmaster Guide Ravnica, tu vois. Donc tu vois, en fait, qui est l'adaptation en supplément pour Donjon Dragon, du coup, de cet univers Magic, tu vois, le symbole Magic là, Ravnica, que j'ai fait jouer il y a pas l'été dernier, mais si l'été d'avant. Donc très très bon supplément, tu vois, où tu incarnes quelqu'un qui participe aux différentes guildes. Tu vois, donc un super truc. Donc pour te montrer, tu vois, qu'il y a un pont entre l'univers de Magic et de Donjon Dragon. D'autant qu'en fait, c'est la même entreprise, hein. L'éditeur de Donjon Dragon, c'est Wizards of the Coast, d'accord, qui est basé à Seattle, qui a racheté du coup à TSR les droits pour Donjon Dragon, du coup qui édite aussi, qui est l'éditeur de Donjon Dragon, mais aussi de Magic the Gathering. Et du coup, c'est grâce en fait à l'argent qu'ils ont eu grâce à ce jeu de Garfield qu'ils ont pu racheter à TSR Donjon Dragon. Du coup, maintenant ils font les deux et créer des ponts entre les deux. D'accord, Strixhaven qui va sortir encore un nouveau supplément. Il y a aussi Theros qui fait partie des deux univers. Tu vois, Theros ici, voilà que j'ai ici. Génial. Si tu aimes aussi la mythologie grecque et des choses qui sont inspirées de la mythologie grecque, génial ce jeu. J'adore. Je l'ai fait jouer aussi en mini-campagne à des amis, où tu vas pouvoir incarner des champions des dieux, hein, comme dans la mythologie grecque, et tu vas même pouvoir jouer des léoniens, donc des peuples, tu vois, qui sont des lions humanoïdes. J'adore ça, les léoniens. D'ailleurs, j'adore Ajani. Je suis grand fan d'Ajani, j'adore jouer. Donc, en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, tout d'abord, en fait, la fantasy, c'est un genre qui est relativement récent en tant que genre littéraire à part, d'accord, qui s'est défini dans les années 1850, hein, donc tu vois, ça a grosso modo 100-110 ans, donc moins de 200 ans en tant que genre. Ceci dit, ça s'inscrit dans l'inconscient collectif du fait, hein, de tous ces contes et légendes qui étaient contés, du coup, autour du feu, hein, chez nos ancêtres, et puis nous, dans nos contextes familiaux, hein, parce qu'en fait, on raconte, moi je le faisais même à mes nièces, hein, je racontais des histoires à mes nièces. D'ailleurs, souvent, elles redemandaient la même histoire. Du coup, effectivement, la fantasy, c'est un genre donc, qui a à peu près 200 ans, mais ce qui est beaucoup développé à partir des années 50, hein, donc depuis 70 ans. Ça reste une niche, d'accord? Tu vois, ça représente quand même quelques dizaines de milliers de personnes, quelques dizaines de millions, pardon, de personnes dans le monde. Donc voilà, on n'est pas sur des milliards, hein. Donc ça reste une niche. Alors aux USA, c'est quand même une niche qui est largement connue, hein. Donjon Dragon, tout le monde quasiment connaît, tout le monde y a joué au moins une fois, que ce soit en high school, donc au lycée, au collège, à l'université, ou juste entre potes. Mais c'est une communauté qui a tendance à s'agrandir, hein. Tu as vu le nombre de ventes de fantasy. Et puis d'autant plus que c'est une approche multimédia, la fantasy, d'accord? Tu as les romans, tu as les jeux de rôle, l'apport ludique, tu as les jeux vidéo, tu as les BD qui sont largement lus par les geeks, d'accord? Notamment par les scientifiques qui certains n'aiment pas lire des romans. Voilà, donc les jeux vidéo, les MMORPG, etc. Du coup, voilà, ça représente plusieurs centaines de millions de monde. Donc, c'est une communauté qui est riche, qui est créative. Il y a aussi tout le monde du cosplay, hein, qui est autour de ça. Il y a beaucoup de cosplay de Final Fantasy, de Chronicle Lodos, etc., de Link. D'ailleurs, ouais, effectivement, Link, le personnage de Zelda, il est largement représenté. D'ailleurs, effectivement, c'est un des jeux de fantasy iconiques, hein, Link, Zelda, de effectivement la fantasy japonaise. Bah, du coup, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Je te fais un gros bisou. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle aventure en fantasy, en méditation, sur d'autres trucs sur ma chaîne. Gros bisous. Donc, souscris, like et abonne-toi à ma chaîne, d'accord? Comme ça, tu m'aides à la faire connaître, tu m'aides à la développer et à créer des ponts entre les côtés ludiques, côté fun, les côtés geeks, hein, la fantasy et l'imitation, d'accord? Je crée des imitations de fantasy. Je te dis à très bientôt et je te fais un gros bisou. Bisous.